Donc, bonjour à tous, merci d'être là. Alors, je me présente, je suis Jean-Christophe Leduc, je représente l'entreprise Coati, dont je suis le fondateur, le directeur et fondateur, avec d'autres associés. Ici, nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui nous est cher, qui est la personnalisation des produits en ligne, sur lequel nous avons quelques success stories assez intéressantes et des problématiques à partager, des idées à partager avec vous. L'idée ici, c'est de présenter ce qui s'est passé avec un de nos plus gros clients qui est Renault et d'essayer d'en tirer des enseignements et de voir comment on pourrait l'appliquer pour des PME ou des ETI qui fabriqueraient des produits personnalisables. Donc, comme je le disais, la présentation s'adresse plutôt à des fabricants de produits personnalisables, que ce soit des produits grand public ou même en B2B. Alors là, par exemple, on va parler de vannes personnalisées de type camping-car, intérieur, extérieur, ou alors des bateaux. Là, en l'occurrence, un de nos clients, c'est Z Nautique, qui fabrique les fameux Zodiac, des fabricants de machines, d'engins, vélos, du mobilier urbain. On a un client qui fait des baby-foot, c'est amusant, mais extrêmement personnalisable, un nombre d'options incroyables, qui fait complètement exploser la combinatoire, on en reparlera, fabricant de quad ou de ski jet, par exemple, pour les sports aquatiques. Bon, il y en a plein d'autres, et bien sûr, fabricants automobiles, qui fabriquent des produits personnalisables, et dont nous allons parler un peu plus. Donc, prenons le cas de ces fabricants. Quels sont leurs enjeux? Et parlons notamment du Configure Price Quote, qui est l'idée de comment présenter au client, avec des visuels 3D, un configurateur qui va lui permettre de personnaliser son produit au moment de l'acte d'achat. Donc l'idée, c'est de dire que ce CPQ, Configure Price Code, va apporter des enjeux importants pour l'entreprise, et notamment un enjeu fondamental, que j'estime fondamental, qui est de valoriser l'outil industriel. Je vois souvent des industriels qui vont investir dans leur outil de fabrication, des millions dans des machines-outils, et qui sont très contents et très fiers de leur outil industriel capable de produire un produit personnalisé pour un client spécifique, au bon moment, mais qui délaisse la partie marketing et commerciale. Et finalement, le problème, c'est un peu un drame, parce qu'en fait, l'outil industriel, il est performant, il est là, mais il n'est pas exploité à sa pleine valeur. Donc je trouve ça intéressant, et je pense que c'est un enjeu important, notamment pour les fabricants français, de faire attention à cette partie de valorisation de leur offre par le digital. Alors, qu'est-ce que ça apporte un configurateur sur le site de vente? On connaît cette histoire pour ceux qui, à l'époque où il n'y en avait pas dans les concessions automobiles, le vendeur automobile nous disait ce véhicule, imaginez, c'est celui-ci avec cette peinture-là que vous avez dans cet échantillon de peinture-là. Vous prenez cet échantillon, vous le mettez sur cette voiture, et ce sont les jantes qui sont, oui, là-bas, ce véhicule, il a les bonnes jantes. Il fallait se projeter et imaginer le véhicule. Bon, on le faisait, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des configurateurs, il y a des outils qui montrent l'image du produit tel qu'on va l'avoir, et c'est quand même bien pratique pour se projeter et se dire ouais, c'est celui-là que je veux, ou non, surtout pas, je pensais que ça allait être bien, mais non, c'est pas du tout ce que je veux. Alors évidemment, le vendeur, lui, sur le point de vente, il est très content d'avoir des outils qui aident, qui l'accompagnent dans la promotion des produits et de l'offre auprès de ses clients. Donc ça aussi, c'est un point fort pour le fabricant, aider ses vendeurs sur les points de vente à promouvoir les produits. Parlons des salons. Pareil, la partie imagerie 3D est super intéressante sur les salons. Des fois, on a des clients qui ne peuvent pas transporter les produits, ou ça coûte très très cher, et ils sont quand même assez contents de pouvoir mettre des écrans, des bornes kiosques, proposer des expériences avec des casques immersifs pour avoir évité de transporter une moissonneuse-batteuse, par exemple. C'est quand même pas mal. Enfin, se différencier sur Internet et sur les points de vente, parce que des fois, nous avons des clients qui ont des points de vente multicartes, et bien sûr, le vendeur, il a le choix de promouvoir une marque ou une autre marque, un fabricant ou un autre fabricant. Et là encore, celui qui a les outils de vente les plus performants marque des points, fatalement. Et ça peut être vraiment déterminant, parce qu'on a vu des fabricants qui perdaient rapidement et fortement leurs points de vente, une érosion forte et rapide, et ça peut vraiment être déterminant dans le positionnement stratégique sur le marché. Il y a aussi le fait de faciliter les échanges entre les fabricants et les revendeurs.
parce que on connaît le système du mail, du fax à l'époque, où on envoie une demande de devis et on attend 3-4 jours pour avoir un retour du fabricant. Et ça, ce sont des délais dans le cycle de vente qui sont délétères et qui peuvent inciter le client à choisir un produit chez un fournisseur concurrent. Et puis enfin, le fait de digitaliser avec un CPQ va permettre de réduire les délais et les erreurs durant les cycles de vente. Ça aussi, c'est assez précieux. Alors prenons un cas concret, le cas Renault. Ça, c'est le configurateur Renault en 2008. Là, les visuels, ils sont précalculés, préfabriqués, on va dire à la main, pour chaque véhicule. Alors quel est le problème ? Le problème, c'est que sur un véhicule chez Renault, avec les options qui sont mises en place, c'est près de 16 millions de véhicules possibles. Donc si je dois à la main préparer 16 millions de visuels pour le configurateur, on sent que ça ne va pas être facile. D'autant plus qu'il y a une cinquantaine de véhicules au catalogue de Renault, en prenant le véhicule utilitaire et toutes les variantes qu'il peut y avoir. Donc ça fait un nombre d'images absolument colossal à fournir là au configurateur, que ce soit par de la photographie retouchée ou de l'imagerie 3D à l'époque. Donc quelle est l'idée ? L'idée, alors la difficulté, là j'en ai parlé, voilà, une diversité très importante avec une explosion combinatoire. L'explosion combinatoire, c'est le fait de finalement multiplier le nombre d'options de couleurs par le nombre d'options de jantes, par le nombre, et à la fin on obtient des millions. Si on fait appel à une agence extérieure pour produire ces contenus, on a une production, ce qu'on appelle one-shot éphémère, c'est-à-dire qu'on sort un véhicule, on sort le configurateur, l'agence va travailler, elle produit quelque chose qui marche, mais dès que le véhicule change un petit peu, qu'il y a une variante sur le véhicule ou qu'il y a un nouveau véhicule, on met tout à la poubelle et on recommence. On a vu, notamment chez les constructeurs automobiles, et c'est flagrant, la nécessité de remodéliser complètement le véhicule en 3D du côté de l'agence, parce que l'agence n'avait pas accès aux plans CAO 3D de l'ingénierie qui sont ultra confidentiels. Donc l'agence est obligée de remodéliser sur photo ou sur visuel ou sur croquis ou image du design le véhicule. Donc ça pose d'énormes problèmes et c'est extrêmement coûteux. Il y a aussi le problème de la conformité des visuels. Une agence va reconstruire le produit et à chaque fois, pour chaque production éphémère, il va falloir repasser du côté du design et du marketing pour vérifier si les teintes sont bonnes, si les angles de vue choisis sont corrects, si on ne s'est pas trompé dans les options. Il y a une utilisation aussi unimodale de la production. Une agence va faire un configurateur web, mais après, derrière, si je veux aller sur un salon, je fais appel à notre agence, hop, je recommence tout de zéro et je redemande une modélisation et c'est rare de réutiliser le contenu. Donc là, il y a une vraie problématique de réutilisation des contenus. Et puis une dépendance forte avec les fournisseurs. Quand j'ai fait un configurateur avec un fournisseur, je ne peux pas en changer. C'est éphémère, mais même dans le côté éphémère de la chose, si j'ai besoin de faire une retouche, je suis coincé avec le fournisseur qui souvent ne se gêne pas pour facturer cher sa prestation. Enfin, dans les délais et les coûts, tout ça pèse. Et effectivement, on a des délais de réponse quand on demande à un configurateur, le fabricant va demander à un configurateur le moment où il a le résultat, qui sont assez longs. Et dans les cycles d'amélioration ou de correction, pareil, des délais qui peuvent être assez stressants avec des fameuses deadlines qui mettent tout le monde dans le rouge. Alors, qu'est-ce qu'on a développé initialement d'ailleurs avec Renault en 2008 et même un peu avant? C'était l'idée qu'on pouvait industrialiser la production des visuels 3D de la même façon qu'on peut industrialiser la production des véhicules physiques. Donc l'idée ici, c'est de reprendre l'ACO 3D qu'est l'ingénierie, les matériaux et la définition du style qui viennent en général du design, et la nomenclature, le modèle de nomenclature du véhicule, c'est-à-dire le modèle qui contient toutes les variantes de configuration et toutes les possibilités de configuration, de récolter tout ça, collecter tout ça chez l'industriel et de produire ce qu'on appelle la maquette numérique d'aspect. Cette maquette numérique d'aspect, c'est un modèle 3D paramétrable qui va être capable de représenter n'importe quel véhicule configuré. Et donc c'est sous la forme d'un fichier, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à la fin, ça devient un fichier, mais ce fichier peut être exploité pour produire un visuel de n'importe quel véhicule configuré de la gamme. En parallèle de ça, on peut fabriquer un configurateur usine. Bon, il se trouve que chez Renault, il existait déjà, et il s'appuie sur la nomenclature de production pour, à partir d'options de fabrication
de configuration du véhicule, produire la nomenclature précise du véhicule. C'est-à-dire que je choisis parmi 10 teintes de caisse, je prends celle-ci, je choisis si c'est une conduite à gauche ou à droite pour les pays où on change de côté de conduite. Je vais choisir le toit ouvrant, la boîte de vitesse, 5 vitesses, 6 vitesses, etc. C'est des termes très techniques qui sont liés à l'ingénierie et à la construction du véhicule. Et ce configurateur usine va me permettre de sélectionner un ensemble de paramètres qui sont valides pour produire la description précise d'un véhicule, qu'on appelle nomenclature de production. À partir de ça, ce qu'on a construit, c'est un outil capable de calculer des visuels 3D à la demande. À partir de la maquette numérique d'aspect qui contient toutes les informations d'image 3D et de la nomenclature précise d'un véhicule, on produit l'ensemble des visuels de ce véhicule sous tous les angles. Et là, on voit bien qu'on produit ça à la même manière, finalement, de manière identique à la production du véhicule. Prenons l'exemple précis. Chez Renault, aujourd'hui, à partir d'une nomenclature de production, ils fabriquent votre véhicule à la demande. Ça, c'est assez impressionnant parce que ça veut dire que cette nomenclature, qui est une description sous forme de chaîne de caractères, en quelque sorte, elle part à l'usine et l'usine, à mon nez, va configurer toute sa logistique, toute sa chaîne de production pour produire au bon moment votre véhicule avec le bon siège, le bon tableau de bord, la bonne peinture de caisse. Et votre produit, il sort. C'est pour ça qu'on a 33 à 6 mois en général pour avoir son véhicule. Bien de la même façon, nous, on produit en temps réel et immédiatement, à la demande, un visuel conforme au véhicule. Et ça va alimenter toute la chaîne derrière commercial, marketing, vente. Donc regardons la production de la maquette numérique d'aspect. Comment ça marche ? On prend le modèle CAO à l'origine. Là, en l'occurrence, chez Renault, c'est du CATIA. Il va être traité, parce qu'en fait, il est très lourd, très complexe. Ces modèles sont faits pour produire le véhicule, pas pour l'afficher de manière esthétique. Donc il faut le débarrasser de tout un tas d'informations. Il faut le préparer pour un usage d'images de synthèse 3D. Il va falloir mettre des informations manquantes, comme par exemple comment les tissus sont appliqués sur les sièges, comment ils sont tendus sur les sièges, où sont les coutures, information totalement absente des systèmes d'information de Renault. Donc les coutures, elles passent où, elles sont de quelle couleur, le type de point. L'éclairage du véhicule, donc la mise en scène. Les matériaux, quels sont les matériaux qu'on va appliquer en fonction des configurations, pour à la fin donner des visuels conformes à ce qu'on aura en fabrication finale. Ensuite, on a l'exploitation de cette maquette numérique d'aspect. Comme je l'ai dit, c'est un fichier, donc on appelle la MNA, qui va servir à alimenter un outil de production d'images à la demande. Et cet outil de production d'images à la demande, c'est une sorte de robot qui calcule des images en fonction de la MNA et de la configuration, va alimenter éventuellement des brochures et des catalogues, des configurateurs en ligne, des postes vendeurs sur lesquels on va pouvoir mettre des visuels conformes à la configuration, parce qu'en général, les configurateurs en ligne sont beaucoup plus simples et simplifiés que les outils de vente des postes vendeurs qui ont toute la diversité véhicule, et éventuellement des expériences sur salon. Enfin, on peut utiliser la MNA aussi pour nourrir des sous-traitants en leur exportant un format déjà validé. Il n'y a pas besoin de remodéliser, tout est prêt. Et on va pouvoir l'exporter dans leurs outils de prédilection pour produire différents contenus que l'on ne pourrait pas produire directement avec les outils en standard. Alors là, j'ai une démo un peu live pour montrer ce que ça donne. Voilà un exemple de maquette numérique d'aspect d'un capture où on voit que voilà, là, il est calculé en temps réel sur mon ordinateur portable, 60 images par seconde. Mais on va être capable ici d'appeler par exemple des configurations prédéterminées et on va pouvoir trouver par exemple ici un ensemble de paramètres de configuration qui par exemple vont être, voilà, je vais choisir ici par exemple la peinture. Est-ce que je veux une peinture ivoire, une peinture orange Arizona? Je peux aussi regarder sur le toit, il y a des stickers maintenant, ça c'est très à la mode. On personnalise le véhicule chez le concessionnaire par application de stickers et donc tous ces choix finalement ici, alors là c'est vraiment une réduction, une présentation très réduite de tous les paramètres qui existent sur le configurateur original Renault, mais ça montre la diversité qu'on peut avoir et qui existe là, ici. Jusqu'ici c'est la MNA qui provient bien du process de production Renault. Donc là on a toute la diversité véhicule existante en sortie d'usine Renault. Donc c'est extrêmement riche. Donc qu'est-ce que ça donne en termes de bénéfices ?
ce que l'on vient de voir, en fait, on va avoir une gestion d'une combinatoire illimitée. On va même être capable de faire de la personnalisation. La personnalisation, ce qu'on appelle personnalisation par rapport à la configuration, c'est le fait d'être capable de mettre des paramètres typiques du client. Exemple, je veux mettre mon logo, ma photo sur le produit. Bon, ça, ce n'est pas des choses qui sont prédéterminées en usine. Il va falloir l'importer, le mettre dans le configurateur et afficher à la demande le nouveau visuel avec les éléments du client. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire en temps réel. Donc c'est extrêmement intéressant pour fabriquer des outils de vente pour ce type de configuration. On utilise la CAO comme base de production. Ça, c'est super sympa parce qu'on va gagner du temps. Alors, tous les fabricants n'ont pas la CAO. Dans ce cas-là, on vient compléter. Il faut bien remodéliser quelque chose, mais on le fait du côté du fabricant. On ne le fait pas du côté de l'agence. Donc, du coup, on capitalise sur les contenus 3D. Une fois que le contenu il est validé, c'est fait une fois et on a une conformité des visuels. Et donc, en fait, tous les outils qui se déclinent derrière vont être conformes. Il n'y aura pas besoin de revalider à chaque production. On va pouvoir faire une utilisation multimodale. Donc, on a vu tout à l'heure, par exemple, l'utilisation des images haute définition dans les catalogues, l'utilisation d'images temps réel dans un casque de réalité virtuelle, par exemple, ou sur un configurateur web. Sachez, par exemple, que sur le configurateur web Renault, sur une année, on calcule à la demande environ 1 milliard de visuels. Donc, c'est énorme. Donc, ça, c'est vraiment important d'avoir derrière la capacité d'alimenter n'importe quel type de média avec une source conforme de visuel. Bien sûr, on a une réduction automatique de la dépendance aux fournisseurs, puisque maintenant, on reprend une partie de son process en main. Et on a aussi une réduction des coûts et des délais de production. Effectivement, il y a un investissement initial sur chaque produit, mais une fois que c'est fait, on s'y retrouve très largement par la suite. Enfin, il y a la capacité aussi de faire une amélioration continue de la qualité de ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on atteint un certain niveau de qualité en termes de configuration ou de qualité de rendu 3D. Si demain, ça s'améliore, on fait évoluer le processus et tout va suivre. Un point important aussi, c'est ce que j'appelle la capacité exploratoire de l'expérience client. On voit que c'est difficile de définir une fois pour toutes quelle est la meilleure façon de vendre, le meilleur outil pour vendre aux clients. Sur le terrain, on se rend compte que les agences, notamment, qui conseillent les fabricants, vont dire « Ah ouais, là, il faudrait mettre un casque de réalité virtuelle. » Ok, c'est tendance à un moment donné, puis à un moment donné, on se rend compte que ce n'est pas si facile à mettre en œuvre, c'est compliqué, donc on change. « Ah, je voudrais un écran géant. Ah, je voudrais une borne kiosque. Ah, je voudrais... » Voilà. Donc, suivant les usages, on va devoir s'adapter et produire des visuels pour différentes modalités et différentes expériences. L'avantage ici, c'est que la moitié du travail est faite. La production de visuels est là. Et donc, on n'a plus qu'à s'intéresser à qu'est-ce qu'on en fait, comment on projette ça devant le client. Et donc, on a une capacité exploratoire bien décuplée et on peut cycler beaucoup plus rapidement et renouveler ce que l'on fait, par exemple, d'un salon à un autre. Là, je vais rentrer un peu plus dans le détail. On a vu cette partie-là tout à l'heure. Donc, je suis désolé, ça va devenir un petit peu plus compliqué, mais je trouve que c'est intéressant d'aborder ça. Si on rajoute en bas... On a vu tout à l'heure la partie nomenclature production. La nomenclature production, c'est la description du véhicule pour sa fabrication. C'est ce qui rentre dans l'usine et qui permet de fabriquer le véhicule, réellement. Mais c'est totalement abscon pour un client, et même pour un vendeur souvent. Donc, en général, qu'est-ce qu'on fait? On a au-dessus de ça, bien sûr, une nomenclature commerciale. Quand vous allez chez Renault ou chez Stellantis, suivant les marques, vous allez avoir... un certain nombre d'options disponibles, mais qui ne représentent qu'un sous-ensemble des options existantes réellement en nomenclature de production. Et donc, il existe un autre niveau de nomenclature avec d'autres configurateurs qui vont être, pour le coup, des configurateurs commerciaux, comme j'ai montré tout à l'heure, avec un sous-ensemble des possibles. Et donc, du coup, à partir de cette nomenclature commerciale, on a un configurateur spécifique pour les commerciaux et on obtient une nomenclature dédiée au commerce, qui n'a plus rien à voir avec la nomenclature de production, mais qui va être retranscrite en nomenclature de production par un calculateur. Et donc cette partie-là, elle est super intéressante, parce qu'en fait, on a un découplage, là on voit apparaître un découplage entre le commerce et le marketing finalement, et la production. On verra après pourquoi c'est intéressant. On voit aussi qu'à partir de la nomenclature commerciale, on va calculer le tarif en fonction des options
on va avoir un moteur de REL qui va calculer le tarif commercial. Alors que, par exemple, sur la nomenclature de production, on va avoir la capacité de calculer un coût de fabrication. Ça, c'est utile aussi. On a le coût de fabrication, on a le tarif commercial, on peut calculer des marges, par exemple. Voilà une petite vue simplifiée, quand même, du système qu'il y a chez un industriel comme Renault. Et on voit que c'est intéressant parce qu'on peut projeter ça chez des industriels, chez des PME, chez des ETI. Ce n'est pas du tout impossible. On peut projeter les mêmes outils chez eux. Alors, pourquoi détacher, je reviens là-dessus, pourquoi détacher la nomenclature usine de la nomenclature commerciale ? Parce que les cycles industriels sont lents et les cycles marketing sont très rapides. C'est très lent, c'est très difficile de moduler une usine. C'est très facile de changer une offre, un catalogue. Et le marketing est souvent très créatif. Il a besoin d'être créatif, il a besoin de renouveler sa gamme, il a besoin d'apporter de la nouveauté, de communiquer, de stimuler. Mais si à chaque fois qu'il fait quelque chose et qu'il fait un pas, il doit stimuler la production en disant là vous devez créer quelque chose de nouveau pour la prochaine gamme produit, c'est là où on voit des grosses tensions, on dit ça va pas, j'ai pas le temps, je suis en rush sur ma production, je m'occupe pas de ça. Et donc le marketing est stoppé par la production. L'idée c'est de limiter l'offre au niveau du marketing, c'est-à-dire d'avoir une grosse offre au niveau de la production et de choisir et de cherry-piquer finalement au niveau du marketing un sous-ensemble de l'offre de production. On prépare déjà à l'avance une offre gigantesque au niveau de la production, une combinatoire énorme, et on la limite et on la réduit, c'est ce que fait Renault bien sûr, pour établir un catalogue réduit. Et l'intérêt c'est quoi ? C'est que tous les 6 mois, vous renouvelez votre offre au niveau marketing. Vous allez taper dans d'autres options qui n'avaient pas été dévoilées pour l'instant sur le catalogue, et donc pour le public, pour les revendeurs, pour la communication, c'est nouveau. Et vous pouvez vraiment phaser comme ça votre sortie marketing sans perturber du tout la production. Et ça, c'est super important. Une autre, là je l'ai marqué ici, un autre avantage de limiter l'offre au niveau marketing, c'est que vous allez pouvoir remonter à la production. Finalement, mon catalogue 2024, je le limite à ça. Et donc, du coup, il y a une possibilité d'optimiser la production au niveau des achats, puisque vous savez que telle option ne sera pas disponible. Donc, ce n'est pas la peine d'approvisionner les stocks pour fabriquer les produits. Donc, il y a des gains. Il y a des gains d'échelle, des économies d'échelle. Là, je l'ai dit tout à l'heure, on renouvelle fréquemment l'offre sans provoquer de stress dans la production. Ça, c'est intéressant. Un autre point aussi, différencier l'offre pour les revendeurs en compétition. Vous avez deux circuits de distributeurs, par exemple, ils sont sur les mêmes territoires. Si vous leur proposez les mêmes catalogues, les mêmes produits, ça ne va pas le faire, ça va être compliqué. Là, vous avez des jeux en production, vous avez une gamme extrêmement large et complexe. Bien, vous allez pouvoir cherry-piquer encore dans cette gamme et faire des sous-gammes disjointes. Donc, c'est-à-dire que les deux distributeurs vont avoir des produits différents, du même fabricant, mais différents, donc qui ne seront pas comparables pour le client. Ils auront chacun leur politique de prix, chacun leur catalogue, et du coup, vous pouvez approvisionner deux revendeurs qui se font face dans la rue. Vous pouvez aussi proposer de travailler en marque blanche, c'est-à-dire que vous allez proposer à des gens qui, eux, ne fabriquent pas, mais qui vont juste se positionner en tant que vendeurs ou distributeurs, de dire « moi, je fabrique ma propre marque, et donc j'aimerais imposer mon logo sur votre produit ». Bien là, encore une fois, vous n'avez pas envie qu'ils imposent le logo sur votre produit standard à vous. Donc vous allez choisir une sous-ensemble de votre gamme en production et vous allez dédier à cette marque blanche. Pareil, le fait d'avoir toute une chaîne comme ça de la nomenclature de production jusqu'au commerce, ça vous permet éventuellement, en cas d'urgence, de verrouiller des options au niveau des configurateurs commerciaux quand il y a une rupture au niveau de la chaîne logistique, au niveau de la production. Imaginez, vous avez besoin, il y a une peinture sur une voiture, je prends le cas de la voiture, mais ça peut être n'importe quoi, et vous avez une rupture logistique, un pépin, vous ne pouvez plus la sortir. Plutôt que de faire attendre 8 mois les clients, ça ne va pas le faire, vous bloquez au niveau de la vente l'option. Vous dites non, ça c'est pas disponible en ce moment. Et ça, vous pouvez le faire instantanément sur tout le réseau, puisque tout est en réel. Donc ça peut être des points intéressants. Donc, pour conclure, quelques points stratégiques à retenir. L'idée, c'est d'industrialiser l'outil de vente
autant que l'outil de production. Et moi, je vois sur le terrain que bien souvent, je vois des outils industriels fantastiques dans tous les domaines, vraiment des choses assez étonnantes à visiter. On voit qu'on a un vrai patrimoine comme en France, mais est souvent hérité de plusieurs générations, maintenu, enrichi, amélioré. Mais derrière, il n'y a rien, ou très peu de choses au niveau du marketing et du digital. Ça donne quoi? Des catalogues obsolètes en clientèle qui prennent la poussière et des outils de vente extrêmement pauvres. Donc là, je trouve qu'il y a vraiment une évangélisation à faire au niveau des fabricants pour les stimuler à construire ces outils de vente. Je l'ai dit tout à l'heure, découpler le cycle de vie marketing de celui de la production, là, tant mieux. Parce que si en plus on devait coupler le marketing à la production, on le sait, ça ne va pas le faire. La production est très figée depuis des années. Elle peut être extrêmement riche. Souvent, elle est très très riche. Elle n'est même pas exploitée à son plein potentiel. Donc, il y a une vraie capacité à jouer au niveau marketing avec des outils dynamiques pour dynamiser tout ça. C'est super intéressant. Et puis, quelque chose de fondamental, et ça c'est démontré sur le terrain, les premiers qui tirent, ça fait mal. Parce que les premiers fabricants sur le terrain qui s'équipent et qui implémentent des outils de vente en 3D, des configurateurs 3D sur les points de vente, mais ils écrasent et ils laminent complètement la concurrence. Parce que le revendeur lui-même, quand il a un client qui rentre, il a un outil sexy pour montrer et configurer instantanément le produit avec le client, et il a une réponse même instantanée du fabricant, puisque comme le back-office du fabricant est connecté au front-office du vendeur, instantanément on sait que c'est réalisable. Donc on dit voilà, le prix ça sera ça, vous le voulez monsieur le client, vous le voyez, vous le voulez, achetez. Imaginez-vous dans ce magasin et on vous dit bon, vous imaginez c'est cette couleur avec ce truc sur ce machin là, imaginez ça. Bon, vous le voulez, oui, je vais demander un devis au fabricant et je vous l'envoie, je vous contacte sous 2 semaines pour vous donner le devis. Ah là, c'est mort. Vous voyez que celui qui est en temps réel avec un visuel, il gagne la vente. C'est terminé. Il n'y a pas de discours. Et c'est ce qui se passe. Et du coup, il y a effectivement une érosion sur le terrain. Pour les fabricants qui ne suivent pas le mouvement, il y a une érosion. Ça, c'est assez dramatique parce que leur vente chute et leur outil de fabrication passe à la trappe. C'est encore plus dramatique quand l'outil de fabrication n'existe pas en France, mais que c'est de l'import qui vient de Chine et que ça détruit des outils français. Donc là, il y a un peu à se secouer et dire, le fabricant français, bougez-vous, armez-vous sur le terrain. Et oui, c'est ce qu'on essaye de faire chez Coati. On amène toutes ces technologies qu'on a développées pour notamment des gros comme Renault, mais pas que. Tous ces outils, ils sont démocratisés aujourd'hui et ils sont accessibles aux PME et aux ETI, sans problème. Et ça, on l'a fait et ça marche redoutablement bien. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci à tous.